Bonjour et bienvenue à tous pour cette présentation. Alors, je m'appelle Yves Fradier, je suis directeur grandes enquêtes et méthodes chez Kantar Public en France et je vais vous parler aujourd'hui d'une enquête réalisée pour la DARES. 21 833 interviews d'une durée moyenne de 24 minutes ont été réalisées entre le 12 mai et le 11 juillet 2020, entièrement en télétravail, sans qu'aucune rencontre physique n'ait lieu entre les commanditaires de l'étude, l'équipe en charge chez Kantar Public, les encadrants et les enquêteurs. Mais si on vient un petit peu en arrière, il faut rappeler que l'activité CATI en France s'est développée depuis la fin des années 80, puis a lentement décru au profit du Kawi. Les sites CATI survivant à cette tendance sont beaucoup moins nombreux aujourd'hui, avec des enquêteurs et encadrants plus expérimentés qu'avant et des modes de production qui n'ont guère changé depuis les origines. Mi-mars 2020, la France est confinée et les sites CATI sont empêchés de continuer leur activité. Certains d'entre eux vont alors inventer au jour le jour une nouvelle façon de travailler, sans test, sans recul, et qui va toucher l'ensemble de l'organisation du haut en bas de la hiérarchie. Cette situation, subie dans un premier temps, devient choisie aujourd'hui et il n'est plus envisagé de revenir en arrière. C'est l'exemple d'un changement structurel dans la façon de produire une enquête. Le premier confinement a été effectif le 17 mars 2020 et le démarrage de la première enquête CATI à distance a eu lieu le 19 mars, donc dans une situation d'urgence. Il a fallu régler en même temps des questions RH et des points techniques. Sur l'aspect RH, les instances représentatives du personnel ont été immédiatement consultées et ont donné leur accord. 2 conditions ont été établies avec elles pour qu'un enquêteur soit éligible au télétravail. Premièrement, qu'il ait au préalable fait ses preuves en termes de fiabilité, sérieux, autonomie et responsabilité. Et deuxièmement, qu'il ait un espace de travail à son domicile suffisamment isolé du reste du logement, un ordinateur performant, une bonne connexion Internet et un casque avec micro. Puis, des prérequis techniques ont été posés qui sont la nécessité de l'installation d'un logiciel de voix sur IP pour les appels téléphoniques, la mise en place des process de connexion à distance à l'outil de recueil Voxco pour les enquêteurs et encadrants, et la mise en place d'une plateforme de communication sécurisée entre les enquêteurs et les encadrants. Dans la foulée, la production de la première enquête a été lancée en mobilisant ces enquêteurs aguerris avec un encadrement renforcé, se traduisant par un quasi-doublement du taux d'encadrement encore pratiqué aujourd'hui. Les premiers constats ont été unanimes. Les échanges sont fluides et les réunions, formations et débriefings sont plus pertinents et vont plus vite à l'essentiel. L'exercice de la formation en particulier est jugé plus efficace par les encadrants de terrain comme par les commanditaires des études concernées. La condition pour que la formation soit efficace étant de la dynamiser par des interactions plus fréquentes avec les enquêteurs qu'il faut solliciter. Du côté des enquêteurs, les retours sont positifs avec un meilleur équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, plus de souplesse dans les horaires de travail, moins de problèmes liés au transport, y compris à leur accessibilité. Du côté des encadrants, on constate que le turnover baisse, ainsi que l'absentéisme ou les retards. Le management est vécu comme étant plus simple et efficace. Les résultats en termes de qualité de recueil sont meilleurs, en particulier grâce à cet encadrement renforcé. Dès cette première enquête et pour assurer la production des suivantes, des leçons ont été tirées. Tout d'abord, il est nécessaire d'effectuer des pré-tests techniques avec chaque enquêteur à distance. L'envoi des liens de connexion, du matériel de briefing, des consignes enquêteurs doivent se faire quelques jours avant le lancement effectif de l'étude. Les sessions de formation se font par groupe de 10 à 15 enquêteurs par l'encadrant qui partage son écran. Une fois la formation achevée et la production lancée, l'encadrant reste connecté en permanence avec ses enquêteurs et utilise la fonction chat pour communiquer immédiatement avec tel ou tel enquêteur sans attendre la fin de l'interview, contrairement à l'usage habituel qui était de laisser l'enquêteur être concentré sur l'interview et de n'intervenir qu'une fois le téléphone raccroché. Cette nouvelle façon de faire s'avère extrêmement efficace et non déstabilisante pour l'enquêteur. C'est un autre exemple d'un usage qu'on pensait immuable et qui évolue aujourd'hui. Les informations générales ne sont plus données oralement à la cantonade ou affichées sur site, mais affichées en page d'accueil du menu enquêteur. Les entretiens individuels, formation renforcée ou recadrage se font par réunion à 2 en visioconférence. Nous allons en venir maintenant à l'enquête ORIPA que nous avons réalisée en 2 vagues pour la DARES et qui vise à comprendre les causes du choix ou du non-choix de l'apprentissage, décrire les conditions d'accès à l'apprentissage et décrire le déroulement du contrat lorsque celui-ci a été signé. Cette enquête s'inscrit dans un contexte de forte baisse des entrées en apprentissage de la part des jeunes.
La cible de cette enquête est donc constituée de jeunes âgés en moyenne de 18 ans en vague 1 et 19 ans en vague 2, une frange de la population de plus en plus réfractaire aux enquêtes. En 2019, nous avons réalisé la première vague d'interrogation de cette enquête entre avril et juillet. La vague 2, auprès des répondants de la vague 1, était prévue pour être produite 1 an après et il n'était pas question de la différer parce que d'une part, la situation des jeunes vis-à-vis de l'apprentissage aurait été différente et d'autre part, si on l'avait produite plus tard, il aurait fallu faire appel à la mémoire des jeunes avec le risque d'un biais de remémoration. Il a donc été décidé de produire cette vague 2 en respectant le calendrier imparti et entièrement en télétravail. 4 sessions de formation ont été organisées. Une première session avec 25 enquêteurs ayant déjà travaillé sur la première vague, puis 3 sessions d'un maximum de 15 enquêteurs nouveaux sur l'enquête. Un total de 64 enquêteurs a été formé. Le terrain de la vague 2 a eu lieu entre le 12 mai et le 11 juillet 2020 auprès des répondants de la première vague. Sur cette période de 2 mois, ce sont donc 21 833 interviews d'une durée moyenne de 24 minutes qui ont été produites à la hauteur des standards de qualité attendus. Il s'agit donc d'un terrain d'enquête de grande ampleur, sans mesure avec les expériences précédentes. Le taux de participation atteint est de 69%. La DARES a souhaité suivre une variable présentée dans ce tableau et qui indique la situation du jeune vis-à-vis de l'apprentissage. Et on voit que le taux de participation est quasi identique selon les situations. En termes de production, on constate qu'il faut nettement moins d'efforts en vague 2 pour réaliser les interviews. Le nombre moyen d'appels auprès des répondants était de 7 en vague 1, il n'est plus que de 5,9 en vague 2. Et on peut voir sur le graphique qui représente le nombre d'appels pour réaliser les interviews qu'on a beaucoup plus de répondants, 55% versus 46%, dès les 4 premiers appels en vague 2. À l'évidence, ça marche mieux en vague 2 qu'en vague 1. Alors pourquoi ? Eh bien, on peut rappeler que les répondants de la vague 2 ont déjà répondu en vague 1, que 40% des enquêteurs connaissent déjà l'étude, et on a aussi regardé la proportion des répondants qui sont en emploi au moment de l'interrogation. Eh bien, elle est identique entre la V1 et la V2 à 53%. Donc, à taux égal, on a une disponibilité supérieure pour l'étude en vague 2. On n'a pas trouvé d'autres éléments explicatifs. Les premiers résultats de cette enquête seront publiés prochainement par la DARES. Alors, quelles conclusions tirons-nous aujourd'hui de ces expériences ? Eh bien, 3 éléments concourent à la pérennité de cette nouvelle façon de produire des enquêtes CATI. Tout d'abord, l'évolution de la situation sanitaire qui encourage le télétravail. Ensuite, l'efficacité immédiate, multidimensionnelle et unanimement reconnue de ce changement de mode de production. Et enfin, la plus grande souplesse, à la fois au niveau des horaires de production, mais aussi et surtout dans l'adaptation de la taille des équipes au niveau de production requis. Une plus grande souplesse, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire pouvoir proposer des rendez-vous aux répondants très en dehors des plages horaires de travail habituelles, sans se soucier des contraintes d'ouverture et de fermeture de site, mais également pouvoir augmenter la taille des équipes en fonction des impératifs de production. Quand on était en surchauffe de production dans le monde d'avant, l'expression que j'ai le plus souvent entendue, c'était on ne peut pas pousser les murs. Eh bien, cette nouvelle façon de produire les a simplement fait disparaître. Pour autant, aujourd'hui, nos partenaires CATI souhaitent conserver in situ une partie de leur production de l'ordre de 20%, essentiellement pour pouvoir continuer à recruter des enquêteurs débutants. Les phases de recrutement et formation initiale ne se font pas à distance. Une fois ces nouveaux enquêteurs dûment formés, ils pourront travailler depuis chez eux, mais leur intégration passe encore par un séjour plus ou moins long sur site. D'autre part, certaines études plus complexes, en particulier en B2B, nécessitent encore d'être produites de façon centralisée. En France, on en est là aujourd'hui, mais en Belgique, on est plus avancé. Chez Kantar, à Bruxelles, très longtemps avant la pandémie de Covid-19, a été mis en place un système CATI en télétravail, c'était en 2005, ce qui peut nous donner du recul quant à la pertinence de cette façon de faire. Les enseignements que nos collègues en ont tirés sont les suivants. Tout d'abord, il reste nécessaire de recruter géographiquement dans un cercle peu éloigné des bureaux, parce que les phases de recrutement et formation initiale doivent être toujours assurées sur site. Donc, on continue à puiser dans les bassins d'emploi qui sont à proximité. Ensuite, le profil des enquêteurs a fortement évolué depuis 15 ans. Aujourd'hui, les enquêteurs sont plus âgés. Ce sont des travailleurs indépendants qui cumulent souvent 2 emplois ou qui sont parents au foyer. Ce qui les attire, c'est la souplesse des horaires de travail, mais aussi et surtout l'intérêt intrinsèque des études qui leur sont confiées en dépit des difficultés inhérentes.
En cela, ce type de profil est particulièrement adapté aux sujets traités dans le cadre des grandes enquêtes pour la statistique publique parce qu'ils vont être plus concernés, plus impliqués, parfois critiques et au final plus productifs. Et je vous remercie de votre attention.